Bonjour à tous. Alors, je pensais pouvoir y échapper, c'est manqué. Alors, nous allons donc démarrer un nouveau chapitre qui s'intitule « Mouvement dans un champ de force central conservatif ». C'est le dernier chapitre de mécanique de l'année de MPSI. Et ce chapitre va utiliser quasiment l'intégralité des chapitres que nous avons traités en mécanique cette année. L'objectif de ce chapitre, un des objectifs, ça va être de décrire les mouvements de systèmes assez particuliers qui sont les mouvements de corps dans un champ de force, dans un champ gravitationnel ou dans un champ électrostatique. Ce sont deux exemples très fréquemment étudiés. Mais le cadre est plus général, comme l'indique le titre, qui est donc mouvement dans un champ de force central conservatif. On va déjà définir ce que c'est qu'une force centrale conservative. Alors, tout d'abord, considérons une force centrale. Eh bien, une force est dite centrale si sa droite d'action passe à tout instant par un centre de force, donc un point fixe du référentiel R, qui s'appelle le centre de force. Et on choisit de prendre l'origine du référentiel confondue avec le centre de force. C'est ce qui est fait la plupart du temps. Là, si je prends un point O, comme ceci, eh bien, on va avoir une force centrale. C'est une force qui, à l'instant T, pointe comme ceci. Si le point M est ici, à l'instant T. Hop. Le point M se déplace à une position M'. La force est, donc j'ai oublié de vous montrer le prolongement ici, la force est pointe toujours dans la direction, dans le même sens, vers le point O. Donc là c'est la force, exactement ici, et ainsi de suite. Si on a un point M3 qui est ici, par exemple, eh bien la force F associée est comme ceci. Donc voilà la force, une force centrale, que l'on peut donc écrire, la force subie par le point M, qui va pouvoir s'écrire, donc c'est une force radiale, et puis j'ai choisi de l'écrire, donc moins F de R UR, où F de R, c'est la norme de F, dans la représentation, pas forcément d'ailleurs, ici, là c'est dans le, si je rechoisis, alors, on va laisser comme ça, hop. Je vais représenter le vecteur unitaire, qui est donc le vecteur radial, celui-là, ça ne change pas, c'est bien la définition du vecteur unitaire, mince, radial, donc ici, il est comme ceci, UR, donc ça qui est important, ou, UR, c'est le rapport du vecteur OM sur la norme de OM. Donc, vecteur unitaire. Alors, on considère que des forces conservatives, c'est-à-dire, ça c'est donc le cours, qui dérivent d'une énergie potentielle. Donc, on va compléter. J'aurais dû vous dire, avant de recommencer à regarder la vidéo, de compléter les blancs, mais d'une énergie potentielle. Ça, c'est une expression comme ceci. Autrement dit, auquel on peut associer une énergie potentielle qui ne dépend donc une énergie potentielle qui ne dépend que de la position peut-être qu'on fera juste après. Oui. Alors, pourquoi se limiter à ce cadre d'étude des interactions fondamentales? Donc, j'en ai parlé dès l'introduction. La force gravitationnelle et la force électrostatique. Vérifie ses propriétés. Ce sont des forces qui sont centrales et auxquelles on peut associer une énergie potentielle. Alors justement, développons. Rappel concernant l'énergie potentielle. Le travail élémentaire de la force F au cours d'un déplacement élémentaire DOM, delta W, donc c'est une petite quantité de travail. C'est le produit scalaire de F scalaire DOM. Donc vous voyez que nous faisons des rappels sur le chapitre 3 concernant le travail d'énergie.
Et une force est dite conservative si elle vérifie la variation infinitésimale, la quantité infinitésimale d'énergie, donc le travail élémentaire, F scalaire DOM, peut s'écrire comme l'opposé de la variation infinitésimale d'énergie potentielle. On a ça. Et dans le cas d'une force centrale, on va écrire que F s'écrivait F de R de R. Par ailleurs, oui, j'ai oublié de dire un peu l'écriture. Une autre façon de l'écrire est de dire que la force est telle que c'est écrit comme l'opposé. F, c'est écrit comme moins l'opposé du gradient de l'énergie potentielle. Je rappelle aussi, on va le faire juste après, au niveau du gradient, ce que c'est que la définition du gradient. Le gradient est tel que, c'est pour une fonction, le gradient d'une fonction, peu importe, donc là j'ai pris l'énergie potentielle, le gradient de la fonction d'énergie potentielle est tel que gradient de EP scalaire DOM, donc un vecteur de déplacement infinitésimal OM, est égal à la variation infinitésimale d'énergie potentielle. Donc ça, j'ai pris la fonction énergie potentielle. Ceci est un vecteur. Donc je rappelle tout ça. C'est un vecteur. Ceci est un vecteur. Le produit scalaire entre deux vecteurs donne bien un scalaire. Donc je reviens dans le cas d'une force centrale. Eh bien, hop, ça comme ça. Que vaut l'expression du gradient simplement si la force ne s'exprime que selon UR? Eh bien, l'expression du gradient, c'est moins. Vous n'avez pas à connaître les expressions du gradient en coordonnées cylindriques et encore moins en coordonnées sphériques. Mais donc là, étant donné que la force s'exprime seulement en fonction de R et portée par le vecteur UR, eh bien, au lieu d'avoir des dérivées rondes, on a des dérivées droites. On a simplement DEP sur DR, UR. Et donc on peut identifier que F de R, par l'identification, F de R égale donc moins DEP sur DR. Donc là pour l'instant rien de nouveau, on a simplement, si quand même, la définition de ce qu'est une force centrale, une force qui passe à tout instant par un centre qui coïncide souvent avec l'origine du référentiel et un centre constant, pardon, le même point. Passons maintenant au petit 3. Alors, dans le cas de système soumis à une force centrale conservative, deux grandeurs vont être conservées. Donc là, vous pouvez le mettre en remarque. Attention, ce sont des questions très fréquemment posées dans les sujets de concours. Deux grandeurs sont conservées dans ce cas. Alors, pour l'instant, on n'a pas rempli. Appliquons la loi du moment cinétique par rapport à un point O fixe au système soumis à une force centrale conservative. Donc on a système, point M, référentiel. Donc le référentiel, peu importe celui que l'on considère, il sera admis galiléen. Cette année en tout cas. Et donc bilan des forces, on considère que le système n'est soumis qu'à F de R, tel que je peux s'écrire F de R UR. Maintenant, donc, on applique la loi du moment cinétique. On a la dérivée du moment cinétique par rapport à un point O. Donc, un point O ici, un point M ici. La dérivée du moment cinétique par rapport au temps, du point M, est égale à la somme des moments par rapport à O de différentes forces exercées sur le système. Ici, il n'y a qu'une seule force, c'est la force F. Donc, déterminons l'expression du produit vectoriel, ou M, vectoriel F.
place explicitement si on veut. Ça nous donne R, ER, vectoriel, F de R. Ah, j'ai écrit ER. Bon, j'écrirai ER, j'ai plus l'habitude d'écrire ER. Par la suite, je peux mettre changement de notation, noter ER. Sinon, vous allez dire que je me trompe de notation à chaque fois. À partir de cet instant, je noterai ER, le vecteur unitaire. Égale donc vecteur nul. Ce qui signifie que, j'aurais écrit face à face, la dérivée du moment cinétique par rapport au temps est égale à vecteur nul. Ça signifie donc que le vecteur moment cinétique, je vous aurais évidemment posé la question, vous auriez dit, dans une seule et même voie, le vecteur moment cinétique est un vecteur constant. Hop, on cadre ça, et on va pouvoir écrire conservation du moment cinétique. Alors, qu'est-ce que ça va impliquer? Je vais rajouter une page, je vais insérer une page. Alors, on va représenter donc ce qu'on a. Donc, on vient de montrer que le vecteur moment cinétique, le sigma exprimé au point O, le vecteur moment cinétique du point M, est une constante. Donc, ça veut dire que OM vectoriel MV est un vecteur constant. Donc, ça veut dire constant en norme, en direction et en sens. C'est vraiment ça que ça veut dire. Alors, ce vecteur-là, ici, on sait plusieurs choses. Il est OM vectoriel MV, le produit vectoriel, nous indique que ce vecteur est orthogonal à OM, orthogonal à V, et donc, on a déduit qu'il est orthogonal au plan contenant OM et V. Ce qui donne sur un schéma, et même on peut préciser, comme c'est un vecteur constant orthogonal, au plan contenant OM 0 et V0. C'est valable à tout instant en fait. Je vais réinsérer une page. Hop. Donc là, si je prends avec un vecteur, je prends par exemple, donc on va prendre ici. Ça, là, ici, donc ici M0 par exemple, le vecteur vitesse comme ceci, V0, pour le système. Là, je vais définir le plan auquel appartiennent ces deux vecteurs. Donc ce plan-là, on appelle le plan pi. Et au point O, j'obtiens le vecteur moment cinétique comme ceci. Hop, orthogonal. Donc là, c'est sigma en haut du point M. Du point M0, pardon. Ça, c'est lorsque le point est en M0. Maintenant, on peut représenter, je vais mettre des pointillés. Le point M se déplace, il est maintenant ici, je ne sais rien. Le point M est ici. Étant donné que celui-ci est constant, est un vecteur constant, eh bien, que peut-on déduire de la position du vecteur vitesse? Le vecteur vitesse appartient lui aussi au même plan, pi, toujours le même plan. Donc là, je n'importe quoi, il faut que le produit vectoriel soit identique, je ne sais rien, comme ça, non, pointillé. Hop, pointillé, quelque chose comme ça, avec V ici. Donc, ce qui est important, c'est que sigma 0 est un vecteur constant, et donc ça veut dire que peu importe pour tout instant, OM et V appartiennent à un même plan. Donc le mouvement est fait. OM et V appartiennent à un même plan.
pour tout t. Donc là, je dis 2 fois la même chose, hein. Mouvement plan. Donc, dans le cas où le système est soumis à une force centrale uniquement, bien sûr, je le précise, hein, lorsque le système n'est soumis qu'à une force centrale. Qu'à une force centrale. Donc, si on utilise, si on utilise des coordonnées polaires, qu'est-ce que ça va nous donner? Donc, en utilisant les coordonnées polaires, on exprime le vecteur moment cinétique du point M. Donc, OM vectoriel V égale. Je mets le M pour ne pas l'oublier en facteur. M, R, 0, vectoriel. A priori, un système peut être animé de R point, R θ point, 0 étant donné qu'on considère que le mouvement est plan. Donc, a priori, et c'est même ça, dans le cas général, vous avez un mouvement qui ne s'effectue pas, je vais écrire net, hein, attention, ce sera un a priori que vous aurez très souvent, attention, R point, mais pas nul. Sauf dans le cas particulier d'un mouvement circulaire qui est vraiment un cas extrêmement particulier, justement. Donc, ce qui nous donne M, R2, θ point, EZ. Or, le vecteur moment cinétique est constant. EZ est le vecteur constant, donc avec sigma 0 fois M égale un vecteur constant, on en déduit que MR2 θ point égale une constante. CF, EZ est un vecteur constant dans la mèche suivante. M est une constante dans le cas de nos systèmes de masse constante. Et donc on arrive à ce qui va nous servir dans la loi des airs à déterminer ce qu'on appelle grand C égale donc R carré θ point et qui va s'appeler la constante des airs. Donc là pour l'instant on l'a juste démontré comme ceci. Donc voici, voilà pour ça. Donc premier point à retenir, conservation du vecteur moment cinétique. Deuxième point, on a dit qu'il y avait 2 grandeurs qui se conservaient. Intégrale première du mouvement en utilisant le théorème de l'énergie mécanique. Alors, théorème de l'énergie mécanique, si on l'utilise sous cette forme infinitésimale, DEM égale le travail infinitésimal des forces non conservatives, ici, égale 0, en absence de forces non conservatives, CF, la force centrale est conservative. Et choisie conservative. Ça veut donc dire que la variation de l'énergie mécanique est égale à 0. Et donc, on vient de compléter conservation de l'énergie mécanique. Maintenant, eh bien, exprimons cette énergie mécanique. Alors, le M de R, donc c'est l'énergie cinétique, plus l'énergie potentielle de R. Donc, cherchons à exprimer cette énergie mécanique à partir des définitions. Donc, l'énergie cinétique, 1 demi de M de carré, plus l'énergie potentielle, que je conserve sous la forme EP de R. Pour l'instant, rien ne me dit l'expression de l'énergie. Je n'ai pas besoin de l'expression de l'énergie potentielle pour poursuivre. Alors, une chose, donc quand même, le vecteur position s'écrit, je répète, je l'ai utilisé tout à l'heure, mais OM, RR. Le vecteur vitesse
R point ER plus R θ point θ. D'où la norme de V au carré, qui s'écrit en fait qui est V scalaire V, et donc qui nous donne finalement V carré. Ça nous donne le produit scalaire entre V scalaire V, ça nous donne R point carré plus R θ point au carré, parce que ER scalaire ER égale 1. Je rappelle ici, hein, ER scalaire ER égale 1. Eθ scalaire Eθ égale 1. Et par contre, ER scalaire Eθ égale 0. Ce qui fait que donc nous avons eh bien, l'énergie mécanique qui peut s'écrire sous la forme 1 demi de m r point carré plus 1 demi de m r2 θ point carré plus EP de r. Mais, comme on vient de voir à l'instant, on pouvait écrire l'expression de la constante des r que nous avons obtenue tout à l'heure, qui était r carré θ point. On me dit, l'idée ce serait de faire apparaître seulement une fonction de r point, en là ici, et une fonction qui ne dépendrait que de r. On peut le faire, parce que, en fait, ici, ce terme-là, c'est rien d'autre que c carré sur r carré. Et donc, si je continue, on se retrouve avec 1 demi de m r point carré, plus 1 demi de m c carré sur r carré, plus EP de r. Et là, je reconnais, cette fonction-là ne dépend que de R, et on va l'appeler énergie potentielle effective, donc, ne dépend que de R, c'est une constante. On peut donc décomposer l'énergie mécanique en, je l'écris, c'est la même chose que là, donc 1 demi de m r point carré, donc ici, plus énergie potentielle effective, alors effective ne dépendant que de R, ou EPF, on va voir pourquoi c'est très intéressant de faire intervenir cette fonction-là, s'écrit donc 1 demi de m c carré sur r carré plus EP de R. Donc là, vous allez dire, ce n'est pas une énergie potentielle. Mais non, parce qu'il y a dans l'énergie potentielle, ici, ce terme-là, c'est pas une énergie potentielle, il appartient à l'énergie cinétique. Mais on va le regrouper dans une fonction qu'on appelle énergie potentielle effective, c'est le terme qui est donné. Voilà, et ce terme-ci, il n'a rien à voir avec les couleurs, du bleu, ce terme-là, ce sera l'énergie cinétique radiale, EC, on peut dire radiale, comme si l'énergie cinétique courait le système s'il était soumis qu'à une force, qu'à un mouvement radial, où il s'éloignerait simplement sans tourner, mouvement unidirectionnel en fait, correspondant à un mouvement unidirectionnel. Donc maintenant, voilà ce que l'on peut dire, c'est qu'on peut regrouper ces termes, l'énergie mécanique, en deux termes. Énergie cinétique correspondant à un mouvement unidirectionnel, plus l'énergie potentielle effective. Poursuivons avec l'exemple de forces centrales conservatives, les forces newtoniennes, qui sont les forces que vous allez manipuler dans 80% des cas, ou 90% des cas, que ce soit en colle, en DS, au concours. Ce sont des forces, donc force qualifiée de newtonienne, si elle peut s'écrire sous la forme moins k sur r carré UR. Alors là j'ai encore écrit U. Et je peux mettre une petite remarque. Parfois, dans certains ouvrages, dans certains concours, dans certains sujets, c'est comme ça, vous ne trouverez pas F égale moins k sur r carré, mais vous trouverez k sur r carré UR. Évidemment, toutes les conclusions qu'on va écrire dans le cours où j'ai choisi que la force s'écrivait moins k sur r carré vont être modifiées, mais c'est pas très compliqué de voir que là, en fait, c'est pour
c'est une façon de représenter avec moins k sur r carré. K sur r carré, et une autre façon, c'est juste un changement de variable. Ce n'est pas très compliqué, mais encore faut-il savoir que bien, tous les choix, enfin, pas, tout le monde n'adopte pas le même choix. Alors, on a donc l'énergie potentielle qui s'écrit, alors, hop, EP, comment est-ce qu'on passe de la force à l'énergie potentielle? Eh bien, moins F dr. Étant donné que vous n'avez qu'une force radiale, on se rappelle toujours, F égale moins gradient de EP, de E, pas l'écrire là. Hop, je vais mettre en remarque plus bas. Hop, rappel. F égale moins gradient de P. Dans le cas d'une force centrale, ça nous donne F de R égale moins DEP sur dr. Et donc, par séparation de variables, on a EP égale moins F de R dr que l'on va intégrer, pardon, moins l'intégrale de dr. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Moins l'intégrale de moins k sur r carré dr. Ça nous donne donc la primitive de k sur r carré dr. Autrement dit, moins k sur r. Plus une constante. Forcément. Parce que là, je n'ai pas mis de borne à l'intégrale. Choix de l'origine de l'énergie potentielle. Alors ça, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? On se dit, cette fonction en 1 sur r, 1 sur x, là, va tendre vers 0 quand r tend vers plus l'infini. D'ailleurs, je n'ai même pas mentionné pourquoi, on va le faire tout à l'heure, mais pourquoi est-ce que c'était très intéressant les forces newtoniennes? Vous avez reconnu la force gravitationnelle et la force électrostatique qui s'écrivent sous cette forme-là. K sur R carré, moins K sur R carré. Donc ça veut dire que ce soit pour la force électrostatique ou la force gravitationnelle, ce n'est pas ce que ça veut dire, pardon. Il paraît judicieux de se dire que ces deux forces-là vont avoir une influence nulle, qui va tendre vers 0 plutôt, lorsque la distance entre le centre attracteur ou entre les deux systèmes, va tendre vers plus infini. Lorsque R tend vers plus infini, plus d'interaction ni gravitationnelle ni électrostatique. Donc c'est assez logique, et en plus le choix qu'on va faire, c'est EP, la limite quand R tend vers l'infini, de EP de R égale 0. Ça veut donc dire que ça implique ici, vous faites tendre R vers plus infini, la constante est égale à 0. C'est souvent ce choix qui est effectué, et c'est quand même bien pratique de ne pas avoir à la traîner. Après, vous auriez pu vous dire, à 2723 km de distance, l'énergie potentielle est de moins 63,7 kJ, je dis n'importe quoi, ou mégajoules, enfin. Peu importe, vous avez le droit de prendre ce que vous voulez, mais c'est quand même plus simple de choisir cette origine d'énergie potentielle, de dire que l'origine de l'énergie potentielle est prise quand R tend vers plus l'infini. Maintenant, on va passer donc aux exemples de forces qui sont exactement des forces newtoniennes centrales, force gravitationnelle et force électrostatique. Interaction gravitationnelle. Donc on considère un point O de masse m et un point m de masse petit m. On a un point O de masse m, un point m de masse m. L'expression de l'énergie potentielle de la force gravitationnelle, c'est moins grand G m prime sur R au carré U O m, avec U O m le vecteur unitaire. Ici, R c'est la distance entre, c'est un m, c'est pas un R, c'est un m mal fait. Donc G, la constante de gravitation universelle, G égale donc 6,67 10 moins 11 USI, on peut trouver très facilement l'unité dans le système international, avec kilogrammes. Ici, vous avez mètre, masse, longueur, T-2 pour la force, pour la dimension. Et ici, masse au carré, longueur au carré. On déduit comme ça la dimension de G et son unité. Par identification avec ce qu'on vient de faire juste avant, on a K qui est égal à moins
est égal à G M M' tout simplement. Et donc, EP est égal à moins G sur MM', pardon, moins G MM' sur R. La constante étant prise nulle, j'aurais dû représenter quand même la force exercée par O sur M, c'est une force attractive. O sur M, elle est bien opposée au vecteur, là, le petit vecteur ici, ça c'est UOM, comme ceci unitaire. Si on passe à la force électrostatique, l'interaction électrostatique, donc là, eh bien, vous avez un point O Q' et un point M Q. La force électrostatique, son expression, on l'a évidemment comment écrire Q utilisée à plusieurs fois, réécrite à plusieurs reprises, Q sur 4 pi epsilon 0 R carré UOM. Par identification, G est égal à moins Q sur, je peux place pour attaquer comme ça, on va faire ça, on va mettre les barres de fraction à un autre endroit, donc je vais réécrire, K est égal à moins Q sur 4 pi epsilon 0. Et là par contre on s'aperçoit que deux cas se présentent, soit, eh bien, Q et Q' sont de même signe, Q et Q' de même signe. Résultat, eh bien, vous avez K qui est négatif. Donc Q et Q' de même signe. Ça c'est un K. K. Donc, le point on le remettra après. Donc vous avez K qui est donc inférieur à 0. Et on se retrouve avec donc, K inférieur à 0, on a une situation K répulsif. Je vais refaire le schéma là, pour faire plusieurs reprises. Donc vous avez hop, M ici, U, O, M, et vous avez la force. Étant donné que vous avez ceci qui est positif, eh bien F de O sur M est porté par le vecteur UOM, force K répulsif. Par contre, donc ça c'est le cas 1, c'est le cas 2, Q et Q' de signe différent. À ce moment-là, K, la constante, est positive, et on se retrouve avec exactement la même situation en fait que la force gravitationnelle. On a moins Q' sur 4Q epsilon 0 qui est positif. Ça attractif, donc vous avez O, UOM comme ceci, et par contre, au point M, la force de O sur M est comme ceci. Donc, deux situations différentes, cas attractif, cas répulsif, dans le cas de l'interaction, n'importe quoi, de l'interaction électrostatique. Maintenant, on va se positionner, donc le grand 2 ne sera, dans le grand 2, il ne sera question que des forces newtoniennes. Donc, maintenant, on va considérer les forces donc, qui s'écrivent sous la forme moins K sur R carré. On va faire une pause, pardon. Hop.